Bonsoir, nous sommes le jeudi 24 septembre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal local. Tout de suite, on commence avec le sommaire de notre actualité. Un des moments les plus importants pour la communauté musulmane, la fête de l'Aïd el-Kébir, c'est aujourd'hui. Les fidèles se sont retrouvés lors des prières très tôt ce matin avant de se rendre à l'abattoir pour récupérer leurs moutons. Réduire le déficit de la sécurité sociale, objectif de la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Seulement le plan présenté aujourd'hui inquiète les pharmaciens. Ces derniers attendent que les économies se fassent ailleurs que sur les médicaments. Et en sport, enfin, le point sur la nouvelle saison du club de basket de Trappes. Elle débute samedi en National 3. Et en plateau avec nous, Patrick Bernheim. Bonsoir à vous et merci d'être venu. Vous nous parlerez dans quelques instants de l'économie circulaire et collaborative dans les Yvelines. Nous y reviendrons. Mais avant cela, passons en revue l'actualité. Hier, à Bruxelles, un accord européen sur la répartition des 120 000 réfugiés syriens et irakiens a été signé. En France, ce sont 33 000 personnes qui devraient être prises en charge sur les 2 prochaines années. Dans les Yvelines, certaines communes, comme Bonnel, en ont déjà accueilli et d'autres se préparent à l'arrivée des prochains réfugiés. On écoute le maire de Versailles, François de Mazières. C'est l'autorité administrative. Donc, en l'occurrence, on va dire le ministère de l'Intérieur qui a souhaité qu'il y ait un site qui permette de recueillir des réfugiés qui ensuite repartiraient dans d'autres villes de France. C'est totalement géré par l'État et absolument pas par la ville. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de personnes accueillies et peut-être qu'il n'y aura pas compte tenu des difficultés que l'on sait, puisque aujourd'hui les réfugiés souhaitent plutôt rester en Allemagne. Et GEA à nouveau en grève ce matin. Les salariés du site de Montigny-le-Bretonneux se sont mobilisés contre le plan de restructuration de l'entreprise. Les syndicats ont organisé une journée d'action intersites rassemblant les 3 autres sites français, Saint-Apollinaire, Nantes et Château-Thierry. Cette société allemande spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements industriels emploie 960 salariés en France. 104 emplois à temps plein seraient menacés. Une partie des postes supprimés pourrait être délocalisée aux Philippines et en Roumanie. Écoutez le socialiste Guillaume Balas, député européen. Il s'est rendu sur le site de Montigny-le-Bretonneux ce matin afin d'afficher son soutien aux salariés. On est face à une situation incroyable puisque l'entreprise GEA fait des bénéfices absolument considérables, n'a aucun problème financier et on met à la porte les gens pour des raisons qui sont purement financières. On est là dans une logique absurde et évidemment il faut le dénoncer. C'est grave également pour le territoire. Tout le territoire de Montigny, Saint-Quentin en Yvelines, c'est un territoire qui a fait le pari de l'intelligence, qui a fait le pari des métiers d'avenir, qui a fait le pari de la recherche, qui a fait le pari de l'industrie de pointe et si ça c'est menacé, eh bien, nous voyons bien que c'est le territoire qu'il est aussi. Donc voilà, il y a quelque chose qui est très important aujourd'hui à défendre. Et on parle religion à présent, je vous le disais en titre, la fête religieuse de l'Aïd el-Kébir, ça a débuté aujourd'hui. Coup de projecteur sur cette première journée, nos équipes sont allées à la rencontre des fidèles à Montigny-le-Bretonneux et sur l'abattoir de Trappes. Un reportage de Mickaël Elmidero et Patrick Jacques de Dixmude. L'Aïd el-Kébir, l'une des fêtes les plus importantes de l'islam, a débuté aujourd'hui. Ce jeudi matin, les musulmans étaient appelés à venir prier à partir de 8h. À Montigny-le-Bretonneux, plus de 200 fidèles se sont réunis au gymnase Roger Rivière pour ce rendez-vous. L'imam a notamment insisté sur la situation des migrants. Le message clé de cette allocution de l'imam, c'est en faveur, pour sensibiliser la communauté à cette fête. Donc il faut partager avec les nécessiteux, les pauvres, il faut penser aux démunis, à ceux qui souffrent dans les autres pays. Donc c'est ça le message clé et c'est le message, c'est les fondements de l'islam, de tolérance et de paix. Une fois la prière terminée, direction l'abattoir mobile de Trappes. Sur place, les fidèles viennent récupérer un mouton commandé sur Internet. Ici, on peut observer le sacrifice rituel de l'animal. C'est une tradition qu'on a grandi avec et c'est une tradition qu'on a pris avec notre religion depuis qu'on était petit. Du coup, c'est important qu'on assiste et on transmet ça à nos enfants. Le mouton est ensuite découpé par des professionnels. La carcasse entière est donnée directement au client quelques minutes après sa mort. On va à base de loisirs faire un barbecue avec les enfants et on va passer la journée, on va faire la fête. On va le partager en 3 tiers. Un tiers, c'est pour les nécessiteux. Un tiers pour la famille, où on partage avec la famille et les amis. Et l'un tiers pour la petite famille, qui est la nôtre.
Voilà, c'est l'esprit dans lequel tout musulman doit vivre cette fête. C'est des grandes fêtes. L'Aïd el-Kébir durera jusqu'à ce samedi. À Trappes, plus de 1400 moutons ont été sacrifiés pour ce 5e pilier de l'islam. Et un mot de santé pour continuer, le centre hospitalier de Versailles a annoncé la création d'un fonds de dotation. Le centre, qui a vu son activité accroître ces dernières années, a aujourd'hui besoin d'un soutien financier supplémentaire afin de pourvoir à la modernisation des équipements, mais aussi au développement de la recherche. Avec le soutien de la ville, l'inauguration de ce fonds aura lieu tout le week-end à compter de vendredi. Au programme, conférences, concerts et ventes aux enchères d'œuvres d'art. Un reportage de William L. D'anciennes prothèses reconverties en œuvres d'art. Si Michel a pour habitude de réaliser ses sculptures pour le plaisir, cette fois-ci, il le fait à contribution de l'hôpital. C'est un peu comme une boucle. Ce petit clin d'œil qui part justement du fait que les pièces sont recyclées et que l'argent, le bénéfice de cette vente reviendra automatiquement au fonds de dotation. Un fonds de dotation pour le centre hospitalier de Versailles. L'hôpital lance un appel au mécénat pour soutenir l'établissement. Conférences, concerts et ventes aux enchères vont ponctuer ce week-end de lancement pour récolter des fonds. L'objectif de réduction des déficits des comptes publics a amené le gouvernement à demander aux établissements de santé de réduire leurs charges. Et cette réduction de charges, elle s'est traduite pour le moment par une diminution des tarifs pour les hôpitaux. Une diminution tarifaire qui représente une perte de 2 millions d'euros sur l'année 2015. Pour le fonds de dotation, 3 objectifs ont été fixés. L'amélioration de conditions de vie des patients, le développement de la recherche et la modernisation des équipements. Ça va aussi bien d'une gamma caméra en médecine nucléaire ou d'une IRM, donc qui sont de très gros équipements qui valent plusieurs millions d'euros. Avec l'ouverture de nouveaux services comme celui de la médecine nucléaire inauguré il y a 3 mois, mais aussi une forte augmentation du recours au service des urgences, la direction de l'hôpital s'est fixé l'objectif de 200 000 euros de levée de fonds annuels, des dons défiscalisés à hauteur de 60% pour les entreprises et 66% pour les particuliers. Et la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a présenté ce jeudi son projet de plan de financement de la sécurité sociale pour 2016. L'objectif premier de ce projet de loi est de trouver 3,4 milliards d'économies pour passer sous la barre des 10 milliards de déficit en 2016. Une réforme surveillée par les professionnels du secteur comme les pharmaciens. En France, une officine ferme tous les 2 jours. Regardez ce reportage de William L. et Elodie Moine. 150 pharmacies ont fermé en 2014 et elles étaient déjà plus de 100 au 1er juillet 2015 à avoir mis la clé sous la porte. Inquiets, les pharmaciens attendaient le projet de plan de financement de la sécurité sociale pour 2016, présenté ce matin par la ministre de la Santé, qui prévoit 1 milliard d'euros d'économies sur les baisses de prix des médicaments et le développement des génériques. Un pharmacien ne gagne plus sa vie sur le médicament, c'est ce qu'il faut savoir. On se rattrape sur les volumes, sur la para, la diététique et tout ça. Donc les petites pharmacies en font très peu et c'est pour ça qu'ils seront touchés de plein fouet. C'est très alarmant, je vous dis, surtout pour les pharmacies moyennes et petites et notamment en province. 550 millions d'euros d'économies sont prévus sur les baisses des prix qui impactent surtout les petites officines. Au programme également l'incitation au recours au générique qui représenterait 395 millions d'euros d'économies. Nous, on a une obligation car la sécurité sociale nous dit, pour continuer à exercer, il faut faire plus de 80% de médicaments génériques sur les médicaments qui existent. L'objectif du gouvernement, passer sous la barre des 10 milliards d'euros de déficit en 2016 pour les médicaments génériques. Une campagne de communication est prévue pour le début de l'année prochaine. Et demain, la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Yvelines organise la 2e édition des Smart Days au campus de HEC à Julian-Josas. Pour en parler avec moi, Patrick Bernheim, membre du bureau de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Yvelines. Alors, le thème de demain, c'est l'économie circulaire et collaborative. Pourquoi ce thème ? Parce que c'est un des thèmes que nous avons choisi et sur lesquels nous travaillons beaucoup actuellement. L'économie circulaire, c'est tout de même l'économie de tout ce qui peut être recyclé. Et il est évident qu'actuellement, l'économie française ne peut pas continuer à travailler sur de la production
sans penser en même temps au recyclage et des économies que nous pourrions faire sur le recyclage de tous nos produits. Alors l'économie circulaire, voilà, ça, vous l'avez dit, ça consiste en s'inspirant du fonctionnement des écosystèmes naturels à transformer les déchets en matières premières, réutilisées pour la conception des produits ou pour d'autres utilisations. Ça concerne vraiment les entreprises, parce qu'il y en a peut-être qui ont du mal à se projeter par rapport à ce thème. Si, bien sûr. Peut-être que les entreprises ne connaissent pas tous les intérêts qu'il peut y avoir derrière. Dans les entreprises que nous avons consultées et avec lesquelles nous travaillons depuis un certain temps, on s'est aperçu que leur compte d'exploitation s'est toujours amélioré dès l'instant où elles se sont intéressées au recyclage. Donc demain, il va y avoir des ateliers, il va y avoir des conférences. Le but, exactement, c'est de vraiment donner un peu des conseils aux entreprises sur leur fonctionnement ou peut-être de leur donner des idées pour se lancer dans de nouveaux... C'est tout, conseils, puisqu'il y aura toute une partie après de discussion entre entreprises entre elles. Donc il y a des conseils et puis il y a de la recherche de savoir comment faire chacun dans son métier. Et il n'y a pas que les métiers de production industrielle qui sont intéressés. Le secteur tertiaire est aussi intéressé par le recyclable. Vous avez des exemples d'entreprises yvelinoises qui se sont justement lancées dans cette économie ? Oui, bien sûr, un certain nombre. Dans les plus grandes, on peut parler par exemple de Renault. Renault qui s'est lancé, qui a son usine à Flins, enfin, qui est tout le technocentre sur Guyancourt. Renault s'est lancé dans l'économie circulaire et recycle énormément. Et justement, le Renault s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'économie est derrière et démontrée. PSA a fait exactement la même chose aussi aujourd'hui. Donc on s'imagine que pour des grosses entreprises, voilà, on voit peut-être ce qu'il y a à gagner en faisant très attention justement à ces économies-là, à ne pas faire attention à l'énergie que l'on dépense. Mais pour des plus petites entreprises, je pense notamment à des artisans, est-ce que c'est valuable aussi ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on a des petits artisans ou des petites entreprises, des PME, des TPE, qui se sont intéressés ou qui s'intéressent maintenant dans l'innovation de l'économie circulaire et dégagent aussi un certain nombre de profits. On sait au niveau de l'Europe que l'économie circulaire pourrait produire en gros 380 milliards d'euros. Et 135 000 emplois. Dollars, excusez-moi. Et 135 000 emplois en France. Alors, entre 135 000 et 400 000, c'est énorme. C'est vraiment l'économie circulaire collaborative, c'est une dynamique que vous essayez d'impulser à la Chambre de commerce. Oui, tout à fait. Tout à fait. L'économie circulaire dynamique et collaborative est quelque chose que nous voulons impulser. Et nous voulons aussi impulser vraiment le dialogue entre les grandes entreprises et les TPE et les PME. On sait qu'aujourd'hui, c'est par là que le développement économique pourra passer. Par rapport justement à la CCI, quels sont un petit peu les grands événements de cette année, la rentrée ? Qu'est-ce qui va se passer ? Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, sauf on en parlait. Il y a une conférence de presse qui va être donnée par le président dans les jours qui viennent. Mais oui, nous avons d'autres projets. L'un des projets, c'est l'Open Innov. L'Open Innov, qui est un projet d'innovation, pas seulement sur ce recyclable, aussi sur ce recyclable, mais sur l'ensemble des activités des entreprises. L'innovation, pour nous, est un pôle extrêmement important et on va développer beaucoup d'innovations sur les départements des Yvelines en économie collaborative aussi. On va développer un site informatique, un site numérique pour justement permettre aux entreprises de pouvoir mieux travailler entre elles en coparticipation, en coéquipe, où nous aurons les moyens, les possibilités d'arriver à développer de véritables projets. Est-ce qu'il y a une problématique, une dynamique qui se dégage spécifiquement sur le territoire des Yvelines cette année ou sur laquelle vous allez travailler plus précisément par rapport à la région Île-de-France ? Oui, je pense que vous pensez au spot, au secteur de production, de productivité, je ne me souviens plus le terme exact, des territoires et tourisme, où là nous avons un point extrêmement important. Nous avons enlevé déjà un concours que nous avons eu avec le ministère. Notre projet a été retenu parmi une 70 projets. 12 projets ont été retenus, dont celui de la Chambre de commerce de Versailles-Yvelines. Et là, nous allons développer le tourisme sur toute la vallée de Seine. La vallée de Seine est un secteur touristique extrêmement important qui n'est pas vraiment exploité.
Les Yvelines sont connues par le château de Versailles. On vient du monde entier au château de Versailles. Un peu par le Vélodrome aussi maintenant. Le Vélodrome un petit peu maintenant. Bientôt par le golf aussi, puisqu'on va avoir un spot sur le golf sur Saint-Quentin-Yvelines. Mais il n'y a pas que ça dans les Yvelines. Et ces deux événements majeurs qui sont là sont des événements qui vont permettre aussi de faire parler de ce qui existe dans les Yvelines et qui permettrait aux artisans, commerçants et à tout le monde d'avoir aussi un développement grâce au tourisme que l'on pourrait développer sur toute la vallée de Seine. Justement, demain, le rendez-vous a lieu à HEC. C'est aussi une espèce de vitrine pour vous, pour la CCI, ou pour faire rayonner... HEC est une école de la Chambre de commerce. Donc c'est une école que nous avons créée, qui existe et qui est une propriété de la Chambre de commerce. Il est naturel qu'on utilise aussi ce relais qui pour nous une façon de dire, mais tout ça est important. Est-ce qu'il va y avoir aussi d'autres grands rendez-vous peut-être à HEC pour attirer peut-être d'autres entreprises qui n'osent peut-être pas tout de suite se tourner vers la Chambre de commerce et d'industrie? Bien sûr, on aura d'autres rendez-vous au travers d'HEC, bien sûr. Et demain, par exemple, je ne sais pas s'il y avait un atelier, une conférence à ne pas rater qui donnerait peut-être aux entrepreneurs l'envie de venir? Toutes les conférences. Je ne vais pas en cibler une particulièrement. Je le dis, il doit y avoir 4 ateliers, il va y avoir une conférence plénière, il va y avoir un certain nombre d'activités. Et puis après, il y aura une part de l'après-midi du B2B aussi à faire. Donc je pense que c'est la journée qui est intéressante et chacun d'entre nous doit regarder sur le programme ce qui va l'intéresser le plus. Près de 300 entreprises doivent se rendre justement sur le site. Oui, sur les 3700 entreprises identifiées sur l'économie circulaire dans le département, ce qui est déjà beaucoup, 300 ont déjà répondu, ce qui est un succès. Je le rappelle, demain, la deuxième édition du Smart Days est à Jouy-en-Josas, sur le campus de HEC. Plus d'informations sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles, www.cci78-idf.fr. Et nous continuons avec un autre mot d'économie. Nous vous en avions parlé l'année dernière. Le site de rencontre versaillais, Bewitch, vient d'être élu lauréat 2015 de Réseau Entreprendre, accompagnateur de projets. Grâce à cette nomination, le site bewitch.fr va bénéficier pendant les 3 prochaines années d'un accompagnement et obtient un prêt d'honneur de 30 000 €. Bewitch.fr compte aujourd'hui plus de 12 000 célibataires inscrits. Et on passe maintenant au sport avec un mot de boxe. Le Boxing Club de la Verrière, meilleur club français de boxe éducative, vit une rentrée compliquée. Depuis début septembre, l'équipe doit s'entraîner dans une salle provisoire. La faute à un retard pris dans le chantier de rénovation du gymnase du Bois de l'Étang. Pour les dirigeants, les locaux sont inadaptés à la pratique de ce sport et cela fait un petit peu polémique. Le nombre d'adhérents a également diminué à cause justement de ce retard de livraison. On écoute Hassan Aourig, le directeur sportif du club. Il était au micro d'Élodie Moine. On atteint difficilement les 50, alors j'ai envie de dire à la même période, on était déjà à 70-80. Alors ça vous parle peut-être pas, mais c'est énorme quoi. J'ai des gens qui viennent, qui sont pas encore inscrits, qui ne viennent pas parce qu'il n'y a pas de douche. J'en ai d'autres qui ne viennent pas parce qu'il y a de la poussière. Alors c'est vrai, alors il est clair et net que je demande pas à la ville de tout arranger. C'est pas possible. Enfin, ça, on en a conscience. Mais néanmoins, on aimerait que ça passe dans l'autre sens, que ce soit pas nous qui réclamions, que ce soit eux qui se mettent un petit peu à la place des pratiquants, des adhérents, parents et enfants. Et maintenant, comme chaque semaine, vous avez l'habitude de ce rendez-vous. C'est maintenant l'heure de votre chronique sport avec les rendez-vous du week-end à ne pas manquer, présentés par notre journaliste sportif, Mickaël Elmidoro. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir, Florane. Alors, le week-end sera très sportif dans les Yvelines. Je suppose que vous êtes ravis. Hein. Je suis ravie, je suis contente. Oui, il y aura notamment du football avec la Coupe de France. Il y aura également de la course à pied avec Paris-Versailles, mais également du basket. L'équipe de Trappes se déplace sur le terrain de Marly-le-Roi ce samedi à 20h pour le compte de la Nationale 3. Pour nous parler de ce match, nous recevons Joey Casséus, le pivot de Trappes, qui mesure 2,11 m, c'est ça? C'est ça. Alors, expliquez-nous un petit peu cette reprise. Vous allez commencer ce championnat comment? Là, on se déplace, comme vous l'avez dit, à Marly-le-Roi ce week-end. On a fait une bonne préparation jusqu'à maintenant. Et le coach met en place le jeu tout doucement. Et là, on y va très motivé là, ce week-end pour le premier match. Et ce premier match, vous le sentez comment? Ce premier match, moi, personnellement, je suis motivé. Et je pense que normalement, on devrait gagner, j'espère. Et est-ce qu'il y a déjà une cohésion d'équipe? Vous parliez d'entraînement. Est-ce que vous vous entraînez à peu près depuis fin août, début septembre, tous ensemble? Est-ce qu'il y a déjà une cohésion d'équipe? Oui, bien sûr. Déjà, on s'entraîne. Il faut savoir qu'on s'entraîne tous les jours. Donc, même si c'est un niveau national,
On fait tous les efforts pour se préparer au mieux. Et le coach est très pointilleux sur sa mise en place. Donc moi, personnellement, je suis très à l'aise dans l'effectif. Et ouais, on va faire quelque chose de bien cette saison. Et ça se met en place tout doucement, comme vous l'avez dit, depuis début août. Et le coach Moustapha El Afidi est là depuis environ 3 ans. Est-ce que son message passe toujours auprès des joueurs? Vous savez, est-ce que tout le monde l'écoute avec attention? S'il est là depuis 3 ans, c'est que pour l'instant, tout se passe bien. Après, il sait très bien qu'il y a un certain temps pour que ça se mette en place. Et là, tout doucement, on comprend un petit peu ce qui se passe. Et le recrutement de cette année va-t-il vous permettre de réussir à monter en National 2? Vous avez d'ailleurs été recruté cette année. Voilà, c'est ça. Moi, je fais partie de ce recrutement. On a recruté un meneur aussi qui s'appelle Abgué, qui est un ancien professionnel en vue d'une fin de carrière à Trappes. Donc, ils ont misé en fait sur beaucoup de joueurs d'expérience cette année. Et donc, le groupe a gagné en expérience, c'est ça? A gagné en expérience, a gagné en taille aussi avec moi. Et donc voilà, mais maintenant, pour vous répondre sincèrement, on va attendre les premiers matchs, le classement au niveau du tiers du championnat. Et après, je pourrais vous dire si on est vraiment hissé dans le haut du tableau. On va revenir en match contre Marly-le-Roi. Quelles seront les recettes pour gagner ce match? Vous savez, déjà, c'est un match qu'on va jouer à l'extérieur. Donc quand on joue à l'extérieur, on ne part pas forcément favori, même si on est supérieur à l'adversaire. Les clés, ça va être l'agressivité défensive. Parce que Trappes a toujours eu un petit peu de mal à l'extérieur sur les dernières saisons. J'étais pas au courant. Voilà. Mais à domicile, par contre, ça compte souvent à domicile. À l'extérieur, il faut être très rigoureux sur l'agressivité défensive, ne pas laisser l'adversaire être en confiance, ne pas laisser mettre en place son jeu et lui montrer aussi une présence physique. À partir de là, vous pouvez déjà mettre le doute dans la tête de l'adversaire. C'est les clés à l'extérieur. Ne pas laisser l'équipe qui reçoit mettre son jeu en place. Donc après, c'est bien de le dire, mais on va falloir le faire. Et le fait que ça soit un derby, ça va peut-être changer quelque chose. Je sais pas, par exemple, les rebonds vont être plus âpres, le public sera peut-être un peu plus chaud. Je pense que ça va être une ambiance un peu chaude, puisque c'est deux équipes qui sont très proches au niveau de la distance. Et nous, déjà, le déplacement va être court, donc on sera tout frais pour le match. Donc c'est parfait. Et donc votre pronostic sur ce match? Victoire de Trappes. Pas par 20 points d'écart, par 10 points d'écart? Non, pas de pronostic. Victoire, ça sera 2 points, ça sera c'est tout ce qu'il nous faut. Merci à vous d'être passé sur ce plateau et bon courage pour ce premier match. On vous souhaite bon courage. Et il y aura également du football, Mickaël, avec la Coupe de France. On jouera le 4e tour ce week-end, c'est ça? Oui, Florane, je sais que vous êtes une passionnée de football. Je suis passionnée de football. Trappes, donc équipe de promotion d'honneur, reçoit Versailles, équipe de DH pour ce 4e tour de la Coupe de France pour un derby sulfureux. Les Trappistes auront à cœur de réaliser un gros match pour se qualifier pour ce 5e tour. Le match s'annonce tout de même compliqué. 3 divisions séparent les deux clubs. Pour combler cet écart, Trappes compte s'appuyer sur son public pour faire la différence dans ce match. La rencontre est programmée ce dimanche à 14h30 dans l'antre du stade Gilbert Chansac. Toujours en Coupe de France, Maurepas, qui évolue en division d'excellence, a hérité du statut du petit poussé du département en sortant au tour précédent Gennevilliers. Ce dimanche après-midi, les Maurepasiens recevront l'équipe de Torcy au stade du Bout du Clos dimanche à 14h30. Une équipe qui évolue 2 divisions au-dessus des Yvinois et qui est réputée pour sa formation. Un certain Paul Pogba, aujourd'hui joueur de l'équipe de France, est d'ailleurs passé par Torcy il y a une dizaine d'années. L'exploit va donc être compliqué, mais tout est possible en Coupe de France. Il reste 10 matchs à gagner pour les Maurepasiens pour aller au Stade de France. Et on termine cette chronique par de la course à pied. Effectivement, Florane, la course à pied Paris-Versailles est programmée ce dimanche. Plus de 25 000 coureurs prendront le départ de ces 16 km. Les sportifs s'élanceront par vagues à partir de 10 heures depuis la Tour Eiffel. Ils passeront ensuite par la redoutable Côte des Gardes de Meudon, reflet avant de terminer leur périple sur l'avenue de Paris de Versailles en face du château. Un parcours plutôt facile pour un bon coureur, mais qui risque d'être une torture pour les novices. Les premiers devraient arriver aux alentours de 10h45 à Versailles. Je sais que, Mickaël, vous avez l'habitude de courir. Alors, la difficulté pour ceux qui nous regarderaient et qui vont justement s'atteler à cette course de la Côte des Gardes, justement Paris-Versailles, quel point il faut faire attention? Il faut surtout faire attention aux montées. La montée est très très compliquée, 2 km de montée. Il faut avoir notamment de bons mollets. De bons mollets, très bien. Et bien, vous avez entendu les conseils de Mickaël. Mickaël, on vous retrouvera lundi prochain à 18h30 dans le 7-8 Sport pour un débrief complet de ces rendez-vous.
Et nous restons sur le sport pour refermer cette édition. Un Yvelinois vient de rentrer dans l'histoire. Aruna Soumaré, licencié au SDCL Center de Maurepas, a remporté samedi dernier le tout premier gala de MMA organisé en France au Cirque d'hiver à Paris. Alors le MMA, ce sont les arts martiaux mixtes, appelés aussi free fight. Le Morpasien s'est facilement imposé dans ce combat face à Christophe Decorde au 3e round devant plus de 600 spectateurs. Ce gala était la première compétition officielle de MMA programmée dans l'Hexagone. Jusqu'ici, les autorités françaises interdisaient la pratique de cette discipline en compétition. C'est la fin maintenant de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, vous retrouvez Wilfried Richy pour votre journal. Quant à moi, je vous retrouve lundi à 18h pour une nouvelle édition de ce journal en direct. Je vous souhaite un très bon week-end et une très bonne soirée sur TV Fil 78.